Salut à tous, immense plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro d'Autrement. Et on va se plonger en images dans notre thématique avec, regardez, cette table en plastique que vous avez déjà peut-être vue dans l'un de vos bars préférés de la capitale. Et puis cette horloge qui tourne vite, très vite, trop vite. Deux éléments qui ont fait le tour de plusieurs établissements Horeca, du mobilier réalisé à partir de déchets plastiques repêchés dans le canal de Bruxelles, une initiative de votre association, Peter Elsen, bonjour. Bonjour. C'est pour rappeler qu'il y a une urgence à lutter contre la pollution plastique à Bruxelles. Exactement. Pas que à Bruxelles, mais partout. Mais pour nous, personnellement, City Ocean existe déjà depuis 6 ans. Ouais. Et depuis 6 ans, on voit toujours des déchets dans le canal. Ça continue. On ne voit pas une amélioration. Et avec ce projet-ci, on voulait attirer l'attention sur le problème de la pollution plastique. C'est quoi le problème? C'est la consommation? Mais le problème, en fait, le plastique pollue tout au long de sa vie, à partir du moment qu'on extrait du pétrole du sol jusqu'au moment que ça devient un déchet. Le microplastique en court chemin et la pollution vers l'environnement, la pollution, elle est très grande. Ouais. À Bruxelles, ce qui est visible, c'est ce qui flotte dans le canal, par exemple, ou soit dans les rues, parce que les rues sont sales. Et avec ce projet artistique, on voulait attirer l'attention sur cette problématique et demander aux 3 gouvernements en Belgique de mettre des solutions structurelles en place pour résoudre ce problème qui est très grand. Ouais, le problème, c'est qu'à Bruxelles, il n'y en a toujours pas de gouvernement. On en reparlera évidemment que c'est plus compliqué pour faire de la sensibilisation et tenter de changer les modes de vie. Alors, ces éléments en plastique ont été réalisés par Plastic Factory. Bonjour Mathilde Rulens, vous êtes la directrice, je ne sais pas comment vous dites, l'associée pour cette entreprise, fondatrice, qui recycle du plastique depuis quelques années maintenant. Plastic Factory, on vous a déjà vu à BX1, on était allé voir vos locaux en 2020. On va voir des images d'ailleurs en 2020 de votre atelier. C'est un petit peu changé depuis, mais le principe reste le même. Vous récoltez du plastique recyclé, du coup, qu'on vous donne, et puis vous le transformez en objet. Là, on voit des objets, par exemple ce porte-serviettes, et puis ici ce sont des luminaires. Tout ça, c'est magnifique évidemment, ça donne bien quand on recycle du plastique, c'est plein de couleurs et c'est fait à base de déchets. Oui, tout à fait. Donc on est une micro-entreprise familiale. On récupère des déchets plastiques, mais notamment des bouchons en plastique, parce que c'est petit, facile à stocker et que c'est vraiment très présent dans le quotidien de tout le monde. Et donc, on a des points de collecte dans plusieurs endroits, notamment nos points de revente, mais également des entreprises ou des endroits qui acceptent tout simplement de les récolter. Et puis, on vient les récupérer, les traiter nous-mêmes. On les transforme directement dans notre atelier à l'aide de machines qu'on a construites nous-mêmes sur base d'un projet en open source hollandais qui s'appelle Precious Plastic. Et donc, avec l'aide de ces machines construites dans nos ateliers, on peut directement récupérer ce déchet et le transformer en objet fini qu'on va pouvoir après réutiliser sous plein de formes. Voilà, vous les vendez, ces objets. On verra plus tard des images de votre atelier, mais vous avez réalisé ici l'horloge donc, pour City to Ocean. Vous vous appelez Canal It Up avant. Hein. Peut-être que nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices vous connaissent sous ce nom. Désormais, c'est City to Ocean, mais ça explique bien votre message. C'est que dans les villes, on doit déjà faire attention à nos océans et à l'environnement en général. Donc c'est vous qui l'avez réalisé, vous faites des commandes comme ça parfois pour des associations qui luttent contre les déchets plastiques. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de se dire que vous réutilisez un déchet et eux luttent contre ce déchet? C'est comment vous vous y retrouvez, vous, en termes de valeur quand on utilise? Il y a effectivement un côté paradoxal. Maintenant, il faut aussi se dire que les déchets, ils sont là. Ils ne vont pas disparaître par magie. Donc, on part du principe qu'évidemment, on ne va pas encourager le consommateur à consommer du plastique. Mais par contre, on va encourager les personnes à rassembler en tout cas les déchets qui existent déjà pour pouvoir les recycler et en faire un objet ou
toute autre chose parce qu'on est assez large effectivement sur ce qu'on peut en faire. On va travailler effectivement avec des associations, on va travailler en B2C, donc avec nos propres objets qu'on va pouvoir revendre, faire un peu plus de design, et on va aussi pouvoir travailler en B2B, donc avec des entreprises, des hôtels, des choses comme ça, pour vraiment étendre au maximum. Mais, donc c'est vrai qu'il y a un côté paradoxal, mais en même temps la matière est là, et donc autant en faire quelque chose parce qu'elle ne va pas disparaître comme ça en fait. Donc on ne va pas encourager évidemment, mais on va encourager à nous la rapporter. Et on en reparlera de pourquoi vous avez commencé à faire ça à un moment donné et quelle est votre formation. Autour de la table aussi, Chloé Schwitzgebel, bonjour. Merci d'être avec nous. Schwitzgebel, c'est mieux je crois. Voilà, bonne prononciation. Vous travaillez pour la Fair Resource Foundation. C'est une ONG basée aux Pays-Bas et en Belgique. Vous luttez pour des ressources durables en général, pour une consommation qui n'est pas exploitive ni polluante. C'est un peu vos mots d'ordre pour une lutte pour l'environnement, en gros. Avec cette question, vous êtes coordinatrice emballage, plastique. Ça veut dire que c'est une question importante, le plastique, quand on lutte pour l'environnement. C'est vraiment un point central de la lutte pour le moment. Oui, tout à fait. Le plastique, il a un impact, comme Peter le disait, tout au long de la chaîne de valeur et tout au long de la production, donc du moment où il est produit, quand il est potentiellement sur les étalages, et puis quand il vient un déchet. On entend beaucoup parler récemment toutes les questions des enjeux des microplastiques. Les PFAS aussi qu'on retrouve dans l'eau finalement. Exactement. C'est vrai que c'est un peu l'enjeu pour le moment. On a constaté qu'ils étaient là. Vous le saviez, c'est un truc que vous disiez depuis longtemps. Attention, il y a des microplastiques dans l'eau et que vous n'étiez moins écouté avant. Enfin, on sent qu'il y a une prise de conscience. Ouais, c'est quelque chose. Donc notre ONG travaille sur ça depuis plusieurs années. On a réalisé des projets, notamment autour de la consigne, pour sensibiliser en disant que voilà, les emballages, quand ils finissent dans la nature en déchets sauvages, et principalement les plastiques, se dégradent en microplastiques. Il y a des études qui foisonnent de plus en plus. Il y a pas mal d'études qui viennent des Pays-Bas qui ont été démontrées. Et récemment, il y a aussi des études qui ont démontré que les microplastiques finissent aussi dans les récoltes et ont un impact sur les rendements de tout ce qui va être l'agriculture. Donc c'est aussi un enjeu, je pense, économique, au-delà d'être un aspect santé et un aspect environnemental. Ouais, donc il y a tous ces enjeux que vous rappelez là. Vous parlez de la consigne. Pour vous, c'est une solution. Donc comme ça existe pour le verre en Belgique, c'est pas le cas dans tous les autres pays européens où on peut consigner certaines bouteilles en verre. On reçoit de l'argent quand on les rend, ce qui permet peut-être une circularité plus efficace. Vous voudriez la même chose pour le plastique ? Ouais, pour le plastique et puis pour les canettes. Donc pour les emballages, les bouteilles en plastique et les canettes. Il y a 18 pays en Europe qui ont la consigne sur ces emballages à l'heure actuelle. Et surtout, au niveau européen, elle sera sans doute obligatoire pour la plupart des pays à partir de 2029. Et c'est l'une des meilleures manières de récupérer l'emballage, donc pour le recycler d'une meilleure manière. Donc ça fait aussi un lien avec des projets. Pour peut-être que ça finisse dans des entreprises comme celle de Mathilde Rullens, du coup, ça pourrait être un des... Alors, dans le cas des bouteilles spécifiquement, l'idée, c'est plus d'avoir un cycle fermé, donc qu'une bouteille redevienne une bouteille. D'accord. Parce que pour tout ce qui est alimentaire, il y a un réel enjeu à préserver la chaîne à garder les emballages qui touchent à l'alimentation en tant qu'emballage pour de l'alimentation, parce qu'en fait, on peut pas utiliser n'importe quel emballage en plastique pour tout ce qui touche l'alimentation. C'est ça quand on dit BPA free, par exemple, ou c'est encore autre chose ? Non, c'est autre chose. C'est plus dans les composants. On parle plutôt de boucle fermée ou bottle to bottle. Donc l'idée qu'un emballage de boisson redevienne le même emballage de boisson plutôt que une bouteille qui devienne je sais pas, un pot de fleurs. Dans tout ce qui est alimentaire, en fait, comme c'est les emballages qui touchent à ce qu'on mange, il y a des règles un petit peu plus strictes. Donc c'est très important de préserver ces emballages, de préserver ces ressources avec un système comme la consigne, par exemple. Ouais. On a vu politiquement, il y a quelques années, on a fait beaucoup d'émissions ici en parlant de zéro déchet, etc. Il y avait un petit suivi au niveau gouvernemental, au niveau des autorités. On a l'impression que ça a un peu changé, qu'on a peut-être l'impression d'un retour en arrière. Est-ce que vous me le confirmez ou est-ce que vous êtes de plus en plus entendu par les autorités en général ? Alors,
ici, on parle à différents niveaux. Il y a l'Europe, il y a la Belgique, et puis il y a Bruxelles, qui est, on le rappelle, sans gouvernement. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Enfin, il y a l'aspect consigne et puis il y a l'aspect en général de tout ce qui est emballage plastique. On a effectivement, je pense qu'il y a des sujets qui sont devenus très présents, notamment par exemple sur les microplastiques, l'impact sanitaire. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau de la production, ralentir par exemple la production de plastique, ce qui est quelque chose qui a été démontré comme nécessaire pour qu'on ait moins de déchets à terme. C'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, on ne voit pas autant d'évolution dans le bon sens sur tout ce qui va être prévention, réemploi. On a l'impression que d'un point de vue production, en tout cas, on ne ralentit pas en fait. Peter, vous récoltez les déchets dans le canal. C'est un peu votre activité quotidienne. Et pour sensibiliser, hein, c'est pas pour nettoyer le canal, ou c'est un peu les deux? Vous avez vraiment un objectif de nettoyage? On n'a pas d'objectif. Depuis le début de City to Ocean, ça n'a jamais été le vrai objectif n'a jamais été de vraiment nettoyer le canal parce que c'est pas très efficace. Les déchets se trouvent un peu partout, à gauche, à droite. C'est très compliqué de faire ça en kayak, mais c'est super chouette. C'est ça qui est bien. Et ça fait des activités. On va voir vos kayaks qui circulent dans le canal. Vous organisez ça pour des entreprises, pour des privés, pour tout le monde. Et on vient et on fait une petite balade, on ramasse. Et surtout, on se rend compte. Donc c'est ça que vous dites. On nettoie pas, mais on se rend compte un peu de l'état de ce canal. On nettoie quand même, mais un aspect très important de l'activité, c'est que quand les participants arrivent, on donne une explication sur les problèmes qu'on essaie de résoudre. Ce n'est pas que le plastique, mais c'est aussi la qualité d'eau qui n'est pas bonne et le manque de nature et biodiversité. Mais on donne une explication autour des problèmes et les solutions structurelles. Et là, on met un point de focus sur les solutions structurelles. Et puis, les participants vont dans l'eau, ils vont mettre leurs mains dans l'eau. C'est avec des filets de pêche, hein, mais ils peuvent mettre la main dans l'eau s'ils veulent pour vraiment constater eux-mêmes la pollution de tout près. Ils peuvent sentir s'ils veulent et on espère que ça laisse une impression et qu'ils retournent chez eux en se disant oui, mais en fait on a ce cours d'eau de 14 km à Bruxelles, il n'est pas propre et sans cesse il y a des déchets plastiques qui flottent, sans cesse ils vont vers la mer, d'où le nouveau nom City to Ocean. Et on espère que tout le monde tous les participants deviennent un peu des ambassadeurs pour les cours d'eau et on utilise ça pour arriver à passer un message vers une société en soi, sans emballage, avec moins d'emballage à usage unique, moins de déchets et moins de pollution en soi. Ouais, vous avez d'ailleurs travaillé tous les deux ensemble sur le double emballage. C'était l'une de votre campagne il n'y a pas si longtemps. On va voir une image par exemple de double emballage, mais c'est assez clair. Hein. Imaginez un produit emballé dans du plastique, suremballé pour en vendre par exemple deux ensemble. C'est quelque chose qui serait facile d'arrêter. C'est pour ça que vous pointez ça, Chloé Tschutzokel. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment fait pour vendre en lot, donc pour vendre davantage en Belgique. Et c'est pour ça qu'on a fait cette campagne. Il y a la chance d'y avoir un organisme, FOSPlus, qui gère la durabilité des emballages au nom des producteurs. Et ils ont un point de suremballage. En fait, c'est un point sur leur site internet où on peut mentionner, on peut télécharger des exemples de ce suremballage et c'est pour ça qu'on a fait cette campagne pour faire un petit peu le marketing de ce point de suremballage pour inviter les consommateurs à non seulement éviter d'acheter, mais aussi dénoncer quoi. Ouais, aussi dénoncer. Ça marche quand vous faites des campagnes comme ça, vous êtes suivi, vous vous sentez écouté, ça donne envie de continuer. À chaque fois quand on parle avec des personnes autour de cette campagne, tout le monde se dit oui, c'est logique, on devrait arrêter avec des emballages doubles, c'est clair. Mais après cette campagne, on a été invité chez Colruyt et on a eu une discussion avec eux autour de la table pendant 2 heures. Mais jamais qu'ils vont arrêter avec ces doubles emballages. En tout cas, Colruyt. Il n'y a pas d'écoute. Non, ils nous ont écoutés, on a parlé de plein de choses, mais les doubles emballages, ils ne vont pas les enlever de leur manière de travailler. Ça, ils le font avec une raison, c'est vendre plus. Et ils ne vont pas arrêter avec ça. Ouais. C'est raison économique. La logique de la rentabilité reste la première pour les entreprises dans une société capitaliste comme ça, ce qui pose beaucoup de problèmes. C'est vrai que je vais peut-être poser la question à vous qui êtes moins militante, ou en tout cas vous en faites pas votre travail, vous êtes une artiste de base. Je disais qu'on n'allait pas parler de votre formation. Et puis on va voir ces fameuses images de votre atelier où vous transformez ces déchets plastiques ici en
c'est des œuvres d'art, quoi. Ou des petits objets, des œuvres d'art, vous en faites différentes choses. C'est quoi votre rapport au plastique et à la consommation plastique en tant que citoyenne, informée, sensibilisée? C'est quoi votre rapport? C'est vrai que moi, à la base, je suis plutôt une artiste. Je suis issue d'une famille d'artistes. J'ai fait des études de design à Bruxelles. J'étais pas forcément militante dans ce domaine-là. C'est vrai que je suis tombée sur cette vidéo de Dave Akens il y a 7 ans à peu près, qui disait qu'il avait un moyen de construire des machines facilement pour pouvoir recycler le plastique de manière créative. Et c'était un petit peu, voilà, pour moi, c'était un petit peu mêler le fun du design à ce côté, bah oui, en fait, le recyclage, c'est important pour moi, j'y connais pas grand-chose, je sors de mes études, j'ai fait pas mal de voyages, j'ai vu l'état désastreux des beaux paysages qui sont censés être beaux, mais qui sont désastreux à cause de la pollution. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu tilt dans ma tête, et je me suis dit, OK, là, j'ai peut-être une opportunité de faire un projet qui me tient à cœur, qui va mêler... à la fois le design, mes compétences, et en même temps le côté recyclage que j'aimais vraiment, mais auquel je connaissais rien. Et c'est vrai qu'après, forcément, quand j'ai vu en fait l'impact que toutes les petites capsules comme Plastic Factory peuvent faire en étant, en fait, on tisse une toile à travers le monde avec ce genre de petites capsules, de petites micro-factories. Et donc, c'est vrai que moi, à échelle seule, j'ai peut-être pas un énorme impact, mais si on lit toutes ces petites entreprises à travers le monde, je pense qu'on a un réel impact et ça sensibilise aussi. Maintenant, effectivement, c'est vrai que je récupère les déchets des personnes. Donc, on pourrait dire, oui, tu les influences à acheter du plastique pour t'en donner, pour faire des objets. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, que les personnes, c'est dans leur quotidien. Ils ont besoin de changer leur façon de penser. Et c'est justement des personnes comme vous qui peuvent faire changer leur mindset et pouvoir évoluer. Et moi, je ne demande qu'à ce qu'il y ait moins de plastique à recycler, parce que je sais que de toute façon, vu les milliards de tonnes qu'il y a, il y en aura toujours pour moi, entre guillemets, pour faire du recyclage. Mais même si on n'a plus un jour, je serais très heureuse de pouvoir faire autre chose. Et voilà, ce n'est que mon plus grand souhait. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre à l'évidence que le plastique est là en quantité énorme et même si j'arrête de le récupérer, les gens vont quand même continuer à consommer ce plastique. Donc autant continuer à récupérer ça, à pouvoir leur proposer des objets et dans plein de différents endroits, que ce soit, comme je le disais, en B2B, B2C, société. Enfin, ça peut marcher pour tout. On est très flexible parce qu'on est artisanal. Et donc c'est vrai que voilà, moi, ça ne m'arrête pas, on va dire, même si c'est très paradoxal. Ça vous fait quoi d'entendre un message comme ça, Chloé Schwiz-Goebel, quand elle dit voilà, si un jour mon entreprise doit s'arrêter parce qu'il n'y a plus de plastique, ça s'arrêtera. C'est ça la solution, c'est la solution temporaire pour le moment. C'est quoi votre lecture par rapport à ça? Alors, je pense que ton entreprise va avoir le temps avant qu'on soit à court de plastique. Je pense que ça fait partie des solutions et surtout au niveau de la sensibilisation, c'est aussi une solution. Après, nous, on regarde beaucoup au niveau de ce qu'on appelle l'échelle de l'Atlantique ou les priorités en R, où on voit que refuser la prévention et le réemploi seront toujours une partie encore plus importante en amont et une partie où notamment les entreprises, les industriels doivent jouer un rôle aussi. Tout ce qui est réemploi des emballages est essentiel pour qu'on ait moins d'emballages à usage unique qui finissent dans la nature. Et puis au niveau de la prévention, je le disais plus tôt, moins de production, diminuer la production de plastique pour faire des emballages, etc. À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui se fait. À Anvers, c'est le deuxième plus gros hub de pétrochimie du monde. Ouais, le port d'Anvers, c'est... pas que le port, aussi juste la zone d'Anvers et la zone pétrochimie avec des usines de production. Et tant qu'on ne mettra pas un frein à cette production, par exemple en taxant les plastiques vierges, on n'arrivera pas à diminuer, alors qu'au niveau européen, on a des objectifs sur ça. On a des objectifs de diminution très concrets des emballages à usage unique générés. On doit diminuer de 5% entre 2018 et 2030. Quand je dis on, c'est tous les États membres. Oui. Et en Belgique, entre 2018 et 2022, on a fait plus 6. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut faire moins 11 entre 2022 et 2030. Donc irréalisable, Peter Elsen? Tout est possible, mais est-ce que vous avez encore la force d'y croire, honnêtement? Certainement. Il faut y croire, sinon on arrête tout et on fait autre chose. Non, il faut y croire, et j'y crois toujours. Un jour, on va y arriver. Pour le moment, ça ne va pas dans la bonne direction.
La production plastique, comme Chloé vient de dire, ça croît toujours. Mais j'y crois, oui. Il faut y aller. Est-ce que on a parfois eu l'impression que les citoyens, citoyennes étaient directement concernés par les changements climatiques, que c'était à eux de changer leur habitude, etc. Et puis finalement, on se rend compte avec les années que on peut changer une habitude très personnelle qui a peut-être peu d'impact par rapport aux grosses entreprises, qu'on entend les chiffres, et vous le dites vous-même, que ce sont surtout les grosses entreprises de production et autres qui font gonfler les chiffres. Est-ce que ça vaut encore la peine de faire des efforts quand on est un simple citoyen ou une simple citoyenne à Bruxelles? Certainement, certainement. Mais c'est un peu une discussion où tout le monde se pointe avec le doigt. Hier, on était invité chez un gros événement pour parler des déchets, des emballages, etc. Et ils nous proposaient d'avoir un stand sur un autre petit événement pour parler aux consommateurs, là où nous, on voulait se diriger vers les industries. À un certain moment, ils disaient, oui, non, bah, en fait, de ce que vous nous parlez, en fait, il faut parler beaucoup plus haut dans les cercles du lobbying européen. En fait, on se pointe tous les doigts, mais c'est sur tous les fronts qu'on doit travailler. La politique doit faire sa partie. Les grandes entreprises doivent faire leur partie. Et aussi le consommateur a beaucoup d'impact si on fait tous la même chose, tous la bonne chose. Il ne faut jamais penser que moi, je ne vais rien changer. Non, parce que si tu changes un petit comportement dans ta vie, tu vas certainement en parler à quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes, et ces personnes vont peut-être commencer à réfléchir, ils vont parler à d'autres personnes. C'est l'effet boule de neige. Et le là, bouche à oreille, la sensibilisation qui se fait par le bas aussi. Oui, et j'y crois, vraiment. Chloé, vous êtes du même avis? Ah oui, tout à fait. Puis ça a aussi un impact économique, la loi de l'offre et de la demande. On voit, par exemple, sur tout ce qui est l'offre végétarienne, pour faire un parallèle, on voit qu'il y a beaucoup plus d'offres de produits végétariens, aussi liées à la demande. Et c'est pareil sur les solutions alternatives. Quand on voit des emballages réemployables, il y a aussi une demande et une conscientisation des consommateurs qui refusent les emballages, qui rapportent les emballages en plastique au supermarché. Il y a eu des actions où, comme on en parlait avec le point de rapportage du suremballage, il y a une réelle mobilisation qui impacte après les industriels. C'est ça que vous dites. On arrive à la fin de cette émission, on va clôturer, je vous propose encore une minute chacune. Chloé, on a parlé de votre entreprise, il y a une autre entreprise importante à Bruxelles, ça s'appelle Bel Albatros, qui fait, comme vous, du recyclage de plastique, mais pour faire des plus grosses pièces, c'est plus industriel. Ils devaient être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Mais c'est vos concurrents, mais en fait, ça se passe bien, vous partagez le marché d'une manière intelligente. Oui, bah oui, avec Guylain de chez Bel Albatros, donc on se connaît depuis les débuts de Plastic Factory. En fait, dès le départ, il était venu vers nous on voit en des se images derrière présentant, vous, etc. de ce qu'ils Oui, font sur leur tout à fait. Et en fait, effectivement, on pourrait croire qu'on est concurrents. Bon, on l'est un petit peu évidemment, mais c'est vrai qu'on se complète aussi assez parce qu'eux sont plus industriels. Ils font vraiment de la production de grandes plaques qui vendent au mètre carré. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse production. Ils ont des commandes qui sont plus industrielles aussi pour des plus grands projets. Et c'est vrai que nous, on est plus dans la production de petits objets personnalisés. On va aller plus vers des projets de design. Et donc comme ça, on arrive un peu plus même à se relancer, à s'envoyer des clients. Donc finalement, je pense qu'on se complète plus qu'on est concurrents, mais voilà. Donc c'est-à-dire que dans des entreprises comme ça aussi, il y a peut-être un peu plus de réflexion sur la bonne concurrence entre entreprises. City to Ocean, vous recevez toujours des gens dans le canal, dans vos kayaks, pour ces actions de ramassage, cette sensibilisation importante à vos yeux et aux yeux de toute une région à Bruxelles. Être sans gouvernement ici à Bruxelles, ça vous pose quoi comme problème? Un grand problème. Parce qu'on est trois personnes qui travaillent pour City to Ocean et pour le moment, on attend. Il n'y a pas de projet de subside. Ça veut dire qu'il n'y a plus de subventions et vous risquez de devoir plus savoir vous payer. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment que ça devient très compliqué financièrement. On n'a presque plus d'argent pour payer les salaires des trois personnes. Et nous, on attend. Comme c'est le cas de centaines d'autres associations à Bruxelles. C'est clair. C'est très compliqué. Oui. Et en plus, ça veut dire que tout votre travail de lobbying au niveau régional, vous devez le faire avec des ministres qui n'en sont pas finalement. Il n'y a pas de ministre pour le moment. On attend aussi pour les contacter. S'il y a un nouveau gouvernement, on va les contacter certainement, mais on attend. Mais le côté financier, aujourd'hui, c'est le plus grand problème
À l'instant, oui. Merci pour ce message qui clôture l'émission. Et Chloé Schwiz-Goebel, vous diriez quoi? Est-ce qu'il y a un espoir d'arriver à cette consigne ici à Bruxelles, en Belgique en général? C'est l'un de vos combats, hein. C'est pour ça que j'en reparle. On n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais est-ce qu'on pourrait arriver à consigner les déchets plastiques? Oui, alors c'est sans doute quelque chose qui sera nécessaire de toute façon pour à l'horizon respecter les ambitions 2029, européennes, pour respecter les ambitions. Et c'est aussi quelque chose qui est désirable pour éviter que les emballages finissent dans les déchets sauvages, dans les champs. Ouais, c'est une des solutions pour vous, vraiment. Ouais. Ça peut être une des solutions. Ce ne sera Ouais, pas ouais. la solution, mais c'est une bonne piste. Non, ça permet, c'est partie des solutions pour tout ce qui est emballage alimentaire. Bien sûr, ça ne résolvera pas le problème d'autres types de produits, ça ne résout pas tout, mais les emballages qui sont consignés ont de la valeur et donc ne sont plus jetés puisqu'ils ont de la valeur. Les rapporter en magasin est important pour récupérer sa consigne. Merci à tous les trois pour vos expertises et témoignages. C'est déjà la fin de cette émission. Allez voir les différents projets, renseignez-vous et allez un peu sur le canal, ramasser des déchets. Vous verrez, ça fait du bien. Et c'est important, évidemment, de modifier et d'embellir les eaux de Bruxelles. Merci, je vous retrouve très bientôt. C'était le dernier numéro de cette saison. À très bientôt sur BX1 et on se retrouve en septembre.